Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Sonia Mabrouk, votre invité, président de l'Association des maires de France et lui-même maire Les Républicains de Cannes. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour David Lisnard. Bonjour. Tout pour faire oublier la contestation contre la réforme des retraites. Le gouvernement lance tous azimuts des sujets. C'est le cas de la lutte contre la fraude fiscale, des ultra-riches, offensives du ministre très politique Gabriel Attal qui se démultiplie pour en parler. Alors est-ce démagogique ou absolument utile ? Les deux. C'est-à-dire qu'il faut toujours lutter contre la fraude fiscale, mais aussi sociale, par définition. Mais c'est aussi démagogique, une forme de populisme mondain, d'ailleurs dans beaucoup de déclarations depuis quelques mois sur l'économie, parce que le problème du pays essentiel, il n'est pas là, évidemment. Et quelle que soit la performance de Bercy, on sait que Bercy peut être très performant. Moi, j'ai été commerçant, je sais ce que c'est que des contrôles fiscaux, hein, c'est très rigoureux. Mais c'est pas ça qui va régler nos problèmes graves de compte public. Mais attendez, vous ne croyez pas en la sincérité, en la volonté de l'exécutif de contrôler plus durement les plus puissants, les ultra-riches, etc., comme ils sont appelés? Mais vous entendez bien que tous ces mots sont connotés moralement, ça flatte, quoi, ça flatte l'opinion. On pense comme ça récupérer les classes moyennes, mais le plus important pour les classes moyennes, c'est d'avoir une bonne affectation et utilisation de l'argent public, c'est d'avoir de la performance publique, c'est de retrouver une école publique qui soit efficace, c'est d'avoir une politique migratoire qui ne soit pas un leurre, c'est d'avoir une politique sécuritaire qui fonctionne. Alors, si des gens fraudent, il faut qu'ils soient sanctionnés, riches ou pauvres, c'est évident. La République, c'est la liberté et l'ordre, et c'est donc la responsabilité. Donc c'est un feu de paille, ce sont des annonces mais je crois que tout le monde, en trompe-l'œil. il me semble que tout le monde le voit. Dans le meilleur des cas, des milliards seront récupérés, mais quand vous voyez la contradiction qu'il y a aujourd'hui dans l'organisation même de la fiscalité française, moi je suis pour la liberté entrepreneuriale et la responsabilité. Je voudrais qu'on tende vers supprimer les aides aux entreprises, qui représentent 125 milliards d'euros en France, mais malgré ces aides, les entreprises françaises versent plus de 120 milliards de plus que les autres entreprises de la moyenne européenne. C'est 333 milliards de prélèvements sur les entreprises en France. David Lisnard, on va aller sur ce sujet. Est un maquis bureaucratique, favorise les technocrates, et il y a des postures politiciennes pour faire du détournement d'opinion. Attendez, qui est dans une posture politicienne? Mais là, en l'occurrence, le ministre des Comptes publics. Gabriel Attal. Oui. Posture politicienne pour récupérer les classes moyennes et pour faire une cible des plus riches. On parle d'un sujet qui est important, mais qui n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est comment cesser le déclassement économique français, comment permettre à chacun, grâce au mérite, qui est une valeur à mes yeux fondamentale, de réussir, de ne pas se faire matraquer fiscalement lorsque vous commencez à franchir certaines étapes de revenus, et de redonner une ambition à la France. Donc qui vous passe par leur la dites ce matin, économique. Occupez-vous des grands sujets de notre pays. Non, c'est pas ça. Je me permettrai pas d'abord de faire de telles injonctions, mais de dire qu'évidemment il faut lutter contre la fraude, que l'administration de Bercy est déjà très performante en la matière, qu'il faut continuer, qu'il faut lutter contre le cynisme peut-être de certains très très puissants, j'en sais rien. Mais regardez la connivence qu'il y a parfois dans le capitalisme français, les passerelles entre des ministres, des hauts fonctionnaires et certains patrons de grandes boîtes. Donc moi je suis attaché au foisonnement, à l'ordre spontané. Bref, c'est des notions qui paraissent peut-être un peu abstraites, mais qui sont très fortes et sur lesquelles la France s'assoit depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on est en déclassement. On était la 7e puissance économique il n'y a pas si longtemps. On est aujourd'hui par habitant. En PIB par habitant, on est passé au 24e rang. Et puis il n'y a pas que l'économie, il y a aussi le régalien et la culture, l'instruction publique. Nous allons parler. Restons sur l'économie, déclassement, dites-vous, David Lisnard, ce matin sur Europe 1, lié aussi à notre taux d'endettement. Bruno Le Maire, voilà notre ministre qui poursuit son offensive, qui veut désendetter la France, et il dit, il faut désendetter parce que sinon on augmentera les impôts demain. Est-ce qu'il vit dans un roman, le ministre de l'économie, en disant cela? Il dit pas tout à fait ça. Il dit il faut accélérer le désendettement. Et tout le monde reprend ça. Ce qui est un mensonge. Alors, je dis pas que c'est volontaire ou pas, mais en tout cas c'est un leurre. Pourquoi? Parce que avant d'accélérer le désendettement, il faudrait commencer le désendettement. Et or, aujourd'hui, la France s'endette à cause de l'État et des comptes sociaux. Ce qui est une évidence. La France va emprunter plus de 270 milliards d'euros cette année, donc beaucoup plus qu'elle ne rembourse. La charge de la dette, les intérêts de la dette passent en 3 ans de 30 milliards à plus de 70 milliards. On sera donc au-dessus du budget de l'éducation nationale. Donc il fallait que ce travail soit fait depuis longtemps. Et l'endettement de la France est reparti à la hausse en 2019, avant le Covid.
700 milliards, quasiment 680 milliards de hausse de la dette depuis qu'Emmanuel Macron est président, avant le Covid, par le déficit de l'État. Et ça, c'est très peu dit. Vous répétez 2 fois avant le Covid pour ne pas dire que c'est la faute quoi qu'il en coûte. Un tiers d'augmentation de la dette. Bien. Donc, Bruno Le Maire, moi je lui reproche pas d'écrire des fictions. En revanche, en tant que ministre de l'économie, il ne faut pas qu'il nous en raconte des fictions. Et c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est pas possible. Il y a une sorte là aussi de populisme, un peu technopopulisme qui s'exprime. Donc, au moment où on nous dit qu'il faut baisser la dette, et c'est une absolue urgence de baisser la dette, et ça commence par baisser le déficit de l'État, qui va atteindre un record cette année à plus de 160 milliards d'euros. Quelle est l'organisation privée ou publique qui peut avoir 40% de déficit dans sa structure financière? Une mairie, même la plus mal gérée, il y en a, est obligée d'avoir un budget de fonctionnement à l'équilibre. L'État emprunte pour son fonctionnement. Mais justement, j'allais vous parler. François Fillon appelait un État en faillite. Exactement. Et techniquement, c'est juste. Parler à l'élu local que vous êtes, au représentant des maires de France, puisque David Lisnard, vous êtes le président de l'association, de la puissante association des maires de France. J'allais dire, mais vous, que faites-vous? Comment aider aujourd'hui? Parce que nous parlons de grands sujets, j'allais dire, au-delà et transpartisans. Comment on peut aider aujourd'hui justement une telle action de désendettement? Est-ce que vous avez un rôle dans tout cela? Alors, chacun a un rôle, chaque citoyen. D'abord de se comporter en responsable de sa vie et de ne pas considérer que la puissance publique est un guichet. C'est aussi une condition de la dignité. Et moi, je sais d'où je viens et je sais que la dignité humaine, c'est d'essayer de s'élever et d'être autonome. Les collectivités territoriales en France, pardonnez-moi avec ces chiffres, mais représentent 19% du total de la dépense publique. C'est-à-dire même le millefeuille, même avec parfois des dérives clientélistes ou des abus, c'est 19%. La moyenne européenne, c'est 40%. Les collectivités territoriales, malgré les erreurs de gestion de certains, ne sont pas un problème des comptes publics. Le problème des comptes publics, c'est la dépense sociale et c'est un État qui continue de s'occuper de tout, mais qui s'occupe très mal de ce qu'il regarde. Et vous voyez, parce que, pardonnez-moi, mais pendant qu'on nous raconte ce récit d'une accélération du désendettement alors qu'on continue de s'endetter, chaque jour, on a une séquence de com où l'exécutif annonce l'unité, c'est le milliard. Alors vous avez le plan vélo, puis vous avez le plan accessibilité, vous avez le plan eau, vous avez le plan... Alors tout ça est très juste. Donner de l'argent à ces sujets de fond, oui. Tout ça évite de s'attaquer à la matrice de notre problème fondamental, qui est qu'on dépense plus que l'on produit. Et tant qu'on dépensera plus que l'on produit, la France s'enfoncera. Et pourtant, le ministre de l'économie, dont vous dénoncez la fiction, ne cesse de dire, pardonnez-moi de vous interrompre, notamment ici à ce studio sur Europe 1, qu'il y a la réindustrialisation, qu'on a inversé la tendance, que c'est un autre cycle qui est entamé. La démocratie ne peut pas se fonder sans vérité partagée. Aujourd'hui, on vient de passer derrière l'Espagne en industrialisation manufacturière. Alors oui, il y a des usines qui ouvrent, lapsus révélateur, mais il y en a beaucoup qui ferment aussi, malheureusement. Et ça va être pire puisqu'on est en train d'organiser la rareté du foncier. Le foncier était déjà rare et cher. Pourquoi Tesla s'est installé en Allemagne et pas en France? Parce que le foncier n'était pas disponible. Vous savez, c'est 27 jours pour avoir un terrain accessible en Suisse qui est passé devant la France en industrialisation depuis quelques années maintenant. 27 semaines en Italie ou en Espagne. Et en France, dans le meilleur des cas, c'est 27 mois. Le problème, le nœud gordien qu'il faut trancher, c'est celui de l'efficacité de nos dépenses. On n'a jamais autant eu de prélèvements obligatoires, impôts et charges, jamais autant eu de dépenses publiques et aussi peu de services publics sur le terrain. Économie. Et avec des fonctionnaires de qualité mais mal payés. Il est temps de s'attaquer à cela, mais personne ne s'y attaque aujourd'hui. Économie et sujet régalien, David Lisnard. Alors sur le sujet de l'immigration, incroyable. Nouveau rebondissement de la part de l'exécutif. Voici un texte qui a été reporté à l'automne, puis finalement on apprend qu'il est avancé, donc précipité. Comment vous analysez ce revirement ? C'est je crois, 4e ou 5e revirement, donc moi je commenterai le prochain épisode du feuilleton si vous le souhaitez, mais on sent qu'on est dans des postures de communication. C'est ce qui crée un trouble civique, si vous voulez. L'immigration est devenue un problème majeur. La France a accueilli de façon plus ou moins contrainte 500 000 personnes l'année dernière, 500 000, ce qui est un record. Donc il faut couper le robinet de l'immigration aujourd'hui, dans l'intérêt de l'équilibre de la société française et dans l'équilibre même des émigrés qui nous rejoignent. Dans l'intérêt de l'équilibre, sinon que se passera-t-il ? Tout ce qu'on en voit, c'est-à-dire des ghettoisations, des explosions d'insécurité, ça a été reconnu par l'exécutif l'été dernier, souvenez-vous, et dans l'intérêt même des immigrés qui doivent pouvoir avoir les conditions d'une bonne assimilation. Mais alors pourquoi vous ne travaillez pas avec M. Darmanin sur ce sujet ? Pourquoi les LR ne peuvent pas trouver un terrain d'entente dans un tel domaine pour avancer de concert ? J'ai cru comprendre, alors moi je ne suis pas parlementaire, mais que les LR faisaient des propositions de loi qui vont être un marqueur dans le débat. 2 textes au mois de juin, mais pour durcir le texte du gouvernement. Vous savez,
savez, c'est Philippe Murray dans l'Empire du Bien qui disait c'est quand les empires s'effondrent que les lois s'y multiplient. Il y a un problème de législation à adapter, à ajuster. Il faut rétablir le délit de séjour illégal sur le territoire français qui a été supprimé. Rétablir le délit de séjour, on n'y prend pas du tout le chemin, David Lisnard. Oui, hélas, mais la politique, c'est de la loi, c'est de la règle, mais c'est aussi de l'exécution. Et il est temps, alors c'est sûr que c'est moins facile d'avoir un discours derrière un micro là-dessus, mais il faut comprendre à quel point l'exécution des politiques publiques a décliné, à quel point plutôt que de se concentrer sur des séquences de communication, l'exécutif devrait exécuter et se concentrer sur des solutions, sur des évaluations. C'est comme ça qu'on recrée de la confiance. Attends, vous dites qu'on est en train de multiplier les lois, mais qu'elles ne sont pas exécutées, elles n'infusent pas en réalité dans la société concrètement. Non, elles n'infusent pas, mais elles entravent. Vous parliez des collectivités tout à l'heure. Le Code général des collectivités territoriales, en 20 ans, a été multiplié par 3. Le Code de l'environnement, en 10 ans, est passé de 100 000 mots à 1 million de mots à Ligifrance ou Dalloz. Donc on multiplie. L'État est de moins en moins capable de sanctionner a posteriori ceux qui trichent. Alors on verra sur les fraudeurs fiscaux. Mais moins il intervient a posteriori contre les voyous, les délinquants, etc., plus il entrave a priori l'action humaine. Et c'est comme cela que, et quand je l'ai vécu moi en entreprise, je le vis dans la mairie, on passe notre temps aujourd'hui dans des paperasses et il faut libérer notre pays de la bureaucratie. Ça devrait être un objectif majeur de politique publique. En vous écoutant ce matin, je retrouve ces accents de David Lisnard dans une interview accordée au Point par Laurent Wauquiez qui signe là son retour. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet entretien. J'ai lu le teasing, comment dire en mauvais français, fait par Le Point hier soir. Il vous a manqué ? C'est quelqu'un de grande qualité. Vous ne faites pas de la langue de bois. Non, je le pense. Je ne fais pas de langue de bois, jamais. Non, c'est quelqu'un de qualité. Et moi, je suis heureux de voir que les thèmes que je martèle depuis des années, alors je ne suis pas très connu, mais plus le temps passe. Il parle de la retraite par capitalisation, lutte contre la violence. Pas cette question-là, mais oui, bien sûr qu'il faut que chaque Français soit propriétaire de sa retraite. Moi, je veux que chaque Français soit propriétaire de sa vie. C'était pas ma question, mais je l'entends. Bon. Pour ou contre une primaire pour choisir le candidat. Laurent Wauquiez revient dans le débat. Vraiment, c'est quelqu'un de haut niveau, c'est une grande personnalité. Mais il revient en se posant en champion de la droite en 2027. Très bien, tant mieux. Puis, vous savez, il y aura une cristallisation à un moment donné. J'espère qu'on sera pas dans la dispersion façon puzzle, qu'on sera dans la cristallisation. Alors comment faire pour ou contre une primaire pour choisir le candidat des Républicains en 2027 ? Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de candidat naturel, on l'a vu dans les derniers sondages, il n'y a pas d'évidence, il faut un principe de sélection. Et comme disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes après tous les autres. En revanche, il faut faire une primaire au bon moment. Il ne faut pas qu'elle soit trop près de la présidentielle. Il faut qu'elle soit ouverte pour que, à nouveau, on recrée un intérêt sur nos propositions, parce qu'on est inaudible aujourd'hui. Donc il faut redevenir audible, puis après il faut redevenir crédible, et puis il faut devenir éligible. Ça fait déjà 3 étapes importantes. Il y a une élection avant, et elle n'est pas anodine du tout, les européennes, qui aura une consonance nationale très importante. Il faudra à la droite un candidat, certains le disent envergure présidentielle, pour redonner un peu d'oxygène. Ça peut être la première marche vers une nouvelle espérance portée par une droite et le centre. Mais vous parlez de vous tout en posant aussi un discours fort sur l'Europe. Montrer comment l'Europe ne doit plus être un moyen d'entrave, mais un moyen de puissance pour la France. On doit porter cette ambition européenne. Vous voyez, plutôt que de vouloir nous obliger à mettre des drapeaux européens sur les frontons des mairies, on devrait déjà cesser d'insulter nos partenaires comme l'Italie, et puis surtout retrouver en Europe une ambition de puissance au service des nations qui la composent. Tout ça est très moderne en réalité, et c'est ce qu'on doit porter aux européennes. Je pense que c'est une ambition que l'on est capable de porter. Il ne faut plus penser qu'on doit enjamber ces élections, faire le dos rond en disant c'est pas des élections pour nous. On est capable d'avoir un corpus très fort, et avec mon parti Nouvelle Énergie, je proposerai, j'espère en septembre, un corpus fort là-dessus. Là, vous venez de poser ce matin sur Europe 1 un premier galon, une première pierre, pour être peut-être candidat à ces élections. Parce qu'il est évident qu'il faudra en tous les cas un candidat à l'envergure présidentielle. C'est un parti qui a fait 4,5 au présidentiel. Il n'est pas possible qu'il ne présente pas un candidat de grande surface politique. Si vous voulez, moi je suis maire, et le problème c'est qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus vous présenter à une élection comme les européennes et garder votre mandat de maire. Voilà. Et moi j'irai jusqu'au bout de mon mandat de maire. J'y ai pensé à ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est l'envergure que vous dites. En tout cas, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé, parce que c'est une bonne tribune pour faire entendre ses opinions et ses convictions. Oui, parce que c'est une question il faut recréer de la confiance civique. Et je pense que la confiance, c'est aussi de dire clairement les choses. En 2020, quand je me suis présenté aux élections municipales, je ne me suis pas présenté pour me présenter aux européennes et abandonner en cours de route. Donc, mais c'est des vrais dilemmes, oui. Une partie des LR se réclame d'une droite sociale. Et vous, David Lisnard, si vous deviez, pour conclure, définir votre droite, laquelle serait-elle ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est l'avenir de la France. Et c'est d'être utile au pays. Et toute politique publique doit avoir une dimension sociale, évidemment. Mais ce que je crois, c'est que la meilleure politique sociale, c'est celle qui permet
permet aux individus de s'élever, de s'émanciper, et qu'on ne peut pas avoir de politique sociale sans prospérité. Et qu'aujourd'hui, le problème majeur de la France, je le répète, c'est de à nouveau produire plus qu'on ne dépense, de permettre aux individus d'échapper au déterminisme social, de retrouver une école publique forte, de cesser avec cet égalitarisme qui nivelle par le bas, de faire en sorte que chaque individu, notamment des classes populaires, se sente pas assigné à un guichet, mais se sente responsable de sa vie. C'est ça la droite, Lisnard. Et si j'ai bien compris, vous serez dans votre mairie et pas aux européennes. Donc. Oui, c'est l'état de ma réflexion. Oui. Merci David Lisnard d'avoir été notre invité. Bonne journée. Merci.